Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. André Sylvain Latour, bienvenue. Alors, un criminel vient d'écoper de 6 ans et demi de détention pour un acte quand même assez lâche. On parle ici d'une invasion de domicile qui est survenue en août 2020. C'est une femme de Longueuil qui travaillait chez elle et tout d'un coup, elle lève la tête, elle voit 2 individus qui essaient d'entrer chez elle. Pendant qu'elle est là. Pendant qu'elle est là. Et eux, est-ce qu'ils savaient qu'elle était là? Ben, on pense. Ben franchement, il y en a un des deux qui avait une arme à feu, donc je serais tenté de dire oui. Ceci dit, ils réussissent à rentrer, s'en prennent à la femme en question pour avoir ses cartes de crédit, de l'argent, et ainsi de suite. OK, c'est ça, là, il venait pas... c'est ça, c'était ça ma question. Il venait la voler, là, pas... Il venait pas vider il venait voler tiroirs. la maison. Okay. Là, ta question était, est-ce qu'il savait qu'elle était là? Tu sais, c'est ils ont peut-être changé de stratégie. Mais c'est ça, ils ont peut-être là. changé Okay. de stratégie. Chose certaine, ils venaient pour voler la résidence. La femme se trouvait à l'intérieur, donc ils l'ont séquestrée. Pendant qu'il y en a un qui est allé au guichet automatique pour essayer de retirer de l'argent avec la carte, hein. Donc c'est sûr, eux autres, ils arrivent sur place, demandent la carte guichet, demandent le NIP. Ouais. Elle, probablement qu'elle pensait qu'ils allaient s'en aller les deux. Malheureusement, il y en a un qui est resté derrière en attendant. Et quand le collègue est revenu, ça s'est relativement mal passé. Déjà là, en partant, la dame se débattait. Quand elle est restée toute seule avec le premier individu, elle se débattait et tout ça, elle a tout fait pour essayer de s'enfuir. Il l'a frappé avec la crosse de son fusil. Il l'a frappé à coups de casserole à un moment donné. Donc, ça fonctionnait pas. Il n'a pas réussi à la ligoter. Il n'a pas réussi à lui masquer la bouche. Il essayait de la faire taire. Il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, la dame, disons qu'elle était assez vigoureuse à ce moment-là. On le serait évidemment à moins quand notre vie est en danger comme ça. Et quand l'acolyte est revenu, incapable de retirer l'argent, faux nip, il tire un coup de feu entre les jambes de la femme dans le plancher de la salle de bain. Donc, au final, la dame fait semblant d'être inconsciente, ne bouge pas, et là, je te dirais que ça prend du courage en tabarouette, ne bouge pas quand le coup de feu est tiré. Les 2 individus finissent par s'en aller. OK, ils l'ont pas séquestré... ils l'ont pas séquestré davantage. Ils n'ont pas redemandé le code NIP, là. Non, ils n'ont pas insisté là-dessus. Ils sont quand même partis avec un peu d'argent, des ordinateurs, un cellulaire, un coffre à outils. Et l'oreiller de la dame va essayer de comprendre pourquoi. C'était pas des champions du monde. On va se le dire comme ça. Là. Non, mais surtout, c'est ce qui a été dit. C'est lâche. Oui, mais comme je te dis, ça a l'air lâche. un peu plus des clowns que des bandits, là, quasiment rendus là. Des clowns mal intentionnés, clairement, mais... Je pourrais dire que Abdelhadi Wassim Chagra va aller faire le clown pendant 6 ans et demi en arrière des barreaux, et pour un crime comme celui-là... Leçon apprise pour ramasser une poignée de change puis un oreiller. On va toucher du bois pour que la leçon soit effectivement apprise. Actualité. Bon, lundi soir, un jeune adolescent de 14 ans a été frappé alors qu'il traversait la rue sur sa trottinette électrique. Ça s'est passé dans l'arrondissement Antique-Cartierville à Montréal. Malheureusement, aujourd'hui, il a succombé à ses blessures. Selon les premiers détails, on savait que c'était grave comme accident. Le jeune a été frappé environ une dizaine de mètres. Quand il a été frappé, il a revolé une dizaine de mètres plus loin. Il y avait des blessures importantes à la tête. Les paramédics avaient tout tenté sur place. Il avait été amené à l'hôpital, mais là, malheureusement, son décès a été prononcé. C'est quand même une tragédie. Je sais que toi, tu circules beaucoup en trottinette. Trottinette électrique, là, de surcroît, c'est vraiment...
c'est vraiment une tragédie ici qui s'est jouée. Ça rappelle qu'il faut rester prudent, je pense. Absolument. Puis je n'ai parlé en ondes la semaine dernière, André Sylvain, mais moi-même entré en collision, je vais dire ça comme ça, avec un camion, là, avec une camionnette. Plusieurs choses, mais tu sais, ces trottinettes électriques-là roulent quand même rapidement, là, plus que la plupart des vélos. Là, donc, il y a un facteur Ça va à peu près à combien? Légalement, au Québec, c'est supposé d'être maximalement 32 km/h, mais on trouve assez facilement des trottinettes qui vont à 40, 50 et plus. Là, quand même. Hein? Et c'est donc, pas tout le monde qui porte un casque à ce moment-là. Et puis ça, c'est la deuxième affaire, je veux dire honnêtement, je serais probablement pas ici si j'avais pas porté un casque lorsque ça m'est arrivé. Puis tu sais, j'ai de l'air de bonne humeur et en forme, là, mais j'ai encore très mal. Là, ça fait 5 jours. Là, donc, c'était une petite collision. Là, donc là, clairement, on n'a pas tous les faits, mais je crois comprendre que l'ado s'est retrouvé comme devant le véhicule qui s'est comme pas arrêté. Là, c'est un jeune de 29 ans qui l'a frappé. Le jeune, je dis le jeune, ça trahit mon âge. Ouais. Ça trahit mon âge. Le conducteur s'est arrêté quand même immédiatement. Il n'est pas question pour l'instant, en tout cas, de quoi que ce soit d'accusation ou des choses comme ça. L'enquête le dira, évidemment. Mais il y a beaucoup de citoyens, de résidents de ce coin-là. Là, on parle du boulevard Gouin-Ouest et de la rue Alexander qui déplorent la vitesse à laquelle les automobilistes roulent. Ouais, on ne sait pas si c'est le cas. Je dis pas que c'était le cas ou pas, mais je vais juste revenir sur mon incident pour donner un peu du contexte aux auditeurs. T'sais, le camion qui m'a coupé, là, clairement, c'était sa faute. Là. Si j'avais été en voiture, ça aurait été de sa faute. Mais il ne roulait pas vite. Là, il a sorti de sa voie peut-être à 20 ou 30 km/h, mais à moins de porter une armure, là, t'es sans... Fait que donc, même si ce conducteur-là roulait à 30 ou à 40 km/h, bon, j'imagine qu'il roulait peut-être un peu plus vite que ça, mais mon point, c'est que comme t'es très vulnérable sur ces modes de transport-là, puis c'est la même chose en vélo, c'est la même chose de ceux qui ont des unicycles électriques, là, mais tu sais, tous ces moyens-là, finalement, t'as pas de protection ou très peu, donc c'est sûr que tu rentres en collision avec un truc qui pèse 1 ou 2 tonnes en métal, t'as pas de chance, là, tu sais. Et dans ton cas, si je me souviens bien, c'était pas tant une question de visibilité non plus, parce que t'avais une chemise blanche cette journée-là. Oui. Donc, c'est difficile d'être... Chemise qui est à la poubelle désormais, puisque tout déchiré. Mais non, c'est pas une question de visibilité. Mais, tu sais, puis je veux pas... Encore une fois, drôlement, moi, tu sais, dans l'histoire qui m'est arrivée, c'était clairement la responsabilité, la faute de l'autre personne, mais en même temps, tu es sur cet engin, tu vas vite, entre guillemets, tu es très vulnérable. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu de ta faute. Tu sais, je veux vraiment pas mettre la faute sur qui que ce soit, mais tu sais, il faut faire beaucoup plus attention que tu ne ferais si tu avais justement là, une tonne de métal autour de toi aussi. Tu sais. Là, après, est-ce que ce jeune-là a coupé? Est-ce qu'il y avait une priorité? Est-ce qu'il y avait un feu? Est-ce qu'il y avait un stop? On ne connaît pas tous les faits, mais je dis juste, encore une fois, il faut faire très, très, très attention. Puis je réitère, tu sais, puis là, c'est dramatique cette histoire, un jeune ado et tout, mais je crois comprendre qu'il portait pas de casque. Puis je te dis, là, André Sylvain, ça m'a sauvé la vie là, quand ça m'est arrivé. Ma tête a cogné très fort sur le trottoir. Puis j'ai eu... Ça a tout absorbé le choc. J'ai eu aucune douleur à la tête, mais comme je me rappelle très fortement de ça, donc tu sais, t'imagines une affaire de même, le jeune qui vole à 10 mètres, ça ne laisse pas beaucoup de chance. Et je te relance aussi sur le casque, parce que moi, je vois ton casque ici au bureau, là, en ce moment, tous les jours et tout. C'est pas un simple casque de vélo. Non, c'est un full face. Mais encore une fois, tu sais, j'ai pas un doctorat en physique, là, mais tu sais, tu roules à 30, 35, 40 km/h, t'es tout nu, là, tu sais, t'as ton linge sur le dos, là. C'est sûr que si tu fonces dans un mur, si tu fonces dans un trottoir, c'est encore pire, une voiture te happe, t'as peu de chance, là, tu sais, tout est mou, là, tu sais, donc, encore une fois, mettre minimalement un casque, encore mieux des gants, peut-être des projets. Tu sais, puis là, je suis toujours hésitant de dire est-ce qu'il faut réglementer, bon, tu sais, idéalement, il faut le donner un peu, chacun fait ses choix, mais je parle peut-être juste de mon fils qui a 2 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire, mais tu sais, très très tôt, quand il a commencé à faire de la petite trottinette et tout, on a rendu cool le port du casque, tu sais, pourquoi? Parce que moi, je suis sûr qu'un jour, il va vouloir m'imiter là, sur une trottinette électrique, fait que je me dis, au moins, il sera conscient du danger, puis il se protégera adéquatement toutes les fois que tu embarques. Puis tu sais, moi, la trottinette, là, des fois, je vais au dépanneur, là, puis j'ai juste ma casquette, là, mettons, là, puis je suis limite stressé, pour de vrai.
vrai, là, je suis comment, tu sais, je la sens, ma vulnérabilité. Donc, bref. C'est un peu comme la ceinture de sécurité en voiture. Quand on l'a pas, on se dit qu'il manque un peu quelque chose. Puis je suis sûr que pour les gens, tu sais, qui ont été les premiers à mettre la ceinture, c'était bien fâchant, mais tu vois qu'aujourd'hui, on pourrait pas s'imaginer, tu sais, de faire des trajets nombreux tous les jours sans une ceinture de sécurité en auto. Donc, tu sais, comment dire, l'appétit vient en mangeant, là, ultimement, l'habitude du port du casque, ça devrait être quelque chose sur lequel on martèle énormément davantage. Puis ce drame humain-là en est l'exemple là, pour moi. Là. Les villes commencent de plus en plus l'implantation de trottinettes électriques, location de trottinettes électriques, un peu comme le Bixi. Ouais. Généralement, ça vient avec un casque. Tu sais, il y a un casque d'attaché après. Ça reste un casque en styromousse, hein, un casque de vélo. Est-ce que tu penses que les villes devraient peut-être augmenter? Mettre des full face pour tous, je sais pas. Écoute, déjà porter un casque, c'est mieux que rien. Puis après, ben tu sais, effectivement, à la limite, je pourrais mettre un scaphandre aussi. Puis j'aurais été beaucoup moins endolori de mon incident la semaine dernière. Mais à un moment donné, c'est comme, il y a toujours l'espèce d'arbitrage entre la protection puis le confort ou facilité d'usage. Je commence déjà à penser à me mettre des protège-genoux puis des affaires de même pour si jamais d'autres instants. Puis des fois, là, moi, j'ai eu une collision assez forte. Bon, ce jeune-là, clairement, en est décédé. Mais tu sais, toutes les semaines ou tous les mois, il y a tu passes proche, il y a un trou que tu vois pas. Il peut y avoir, puis n'importe quel cycliste le sait, là, à moins de promener sa bicyclette sur le trottoir, là, il y a quelques fois par été, il y a des petits moments où on est moins confortable qu'on aimerait l'être, puis c'est là où on souhaite être bien protégé. Et les roues sont beaucoup plus petites aussi que sur un vélo, effectivement. Donc le trou, j'imagine qu'il rentre un peu plus vite. Effectivement. Ça fait plus mal. Ouais. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Il y a une mère qui a vécu une frousse épouvantable à Montréal. Elle va porter son enfant, elle a 2 enfants dans la voiture, elle va porter son plus vieux à la garderie, laisse l'enfant de 7 mois dans la voiture, dans sa coquille, voiture en route et tout ça. Ça s'est passé dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Et voyant une voiture en fonction, il y a un voleur qui a décidé de partir avec. Et là, il se rend compte, au bout d'un certain temps, qu'il y a un bébé dedans. Normalement... Je ris, mais... Ben, je serais bien fâché. C'est ça un peu, tu penses? Ouais, je pense que le gars, il avait avantage à rester en prison une couple d'années avant que je me défâche. Ouais. Ben, dans ce cas-là, heureusement, le bébé a été retrouvé sain et sauf. C'est que le voleur de voiture a tout simplement pris la coquille et l'a laissé sur le trottoir, l'a déposé sur le trottoir et il a continué avec la voiture. Normalement, quand on entend ces histoires-là, le voleur, quand il se rend compte qu'il y a quelqu'un derrière, il laisse tout là puis il s'en va pour justement pas être, je présume, entre guillemets, accusé d'enlèvement et tout ça. Mais cette fois-là, non, lui, il a décidé il peut pas être accusé d'enlèvement. Il a laissé le bébé sur le trottoir. Ouais, c'est un peu ça. Tu enlèves un bébé sur 100 mètres, tu as un enlèvement quand même? C'est pas une question. Ça dépend c'est quoi les circonstances pour retrouver l'enfant, j'imagine. Mais puis là, je sais pas, le bébé était dans sa coquille sur le trottoir, puis comme quelqu'un a vu un bébé, probablement que quelqu'un l'a vu sortir, l'a vu laisser là, puis là, à ce moment-là, il appelle les policiers et tout ça. Il reste que lui, il a continué sa route avec le véhicule et il a été impliqué plus loin dans une collision près de l'intersection du boulevard Crémazie de la rue Saint-Urbain. Il aurait notamment foncé dans un muret. Écoute, c'est une histoire un peu abracadabrante, je trouve, qui heureusement se termine bien pour l'enfant, même Est-ce qu'il était de concert avec ceux qui ont volé la dame de tantôt, là? C'est-tu les mêmes zozos, genre, qui font n'importe quoi? Ouais, c'est quand même spécial, non? J'en ai aucune idée. Je peux te dire qu'en ce moment, les policiers du SPVM sont à la recherche. Attention à la description, un homme noir qui portait des espadrilles blanches. Ah oui, bon. Alors, bonne chance pour le retrouver. Blanche crème? L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas. Disons, description assez vague pour un événement qui aurait pu Est-ce qu'on peut avoir un portrait robot des baskets? Tout savoir en 24 minutes. Alors, régime sec à la Ville de Québec, du moins pour 12 différents secteurs. Il y a une restriction d'utilisation de l'eau potable qui va entrer en vigueur mercredi matin.
En gros, ça va toucher 35% des citoyens de Québec quand même. On parle ici de travaux pour réparer un bris sur une conduite majeure d'alimentation en eau potable. Ça se trouve dans le secteur des rivières. Donc, tout est proscrit, ou à peu près. Tout est interdit dans ce temps-là. On parle de nettoyage, arrosage, remplissage de piscine à partir de mercredi 7h du matin jusqu'au 5 juillet. Et là, je lis date prévue de la fin des travaux. Oui. C'est une expression consacrée, ça, je pense. C'est une expression consacrée, oui. Ça, Québec. je dirais, en anglais, on dirait c'est la wish list. Oui, là. c'est ça, exactement. Y a-t-il un budget en millions qu'on peut se multiplier par 4 aussi? En gros, s'il est suggéré aux gens d'acheter de l'eau en bouteille, de remplir des pichets d'eau, tous les moyens possibles et imaginables pour ne pas avoir d'arrêter de recours. se laver, Oui, absolument. Le lave-vaisselle, particulièrement mercredi et jeudi, là, pas de lave-vaisselle, réserve d'eau pour consommation alimentaire. Donc, mais donc, il n'y a plus d'eau ou il faut limiter l'eau? Il faut limiter l'eau. Fait qu'on peut prendre sa douche, là, blague à part. Là, comme oui, vite, mais je dirais, vite, tu vides pas la tank à eau chaude. Ah ouais. C'est un peu ça. Puis est-ce que l'eau, comme si on la prend, elle est potable? L'histoire ne le dit pas. Pour l'instant, ça ne le dit pas. Okay. Moi, je croirais que si tu demandes de faire des réserves d'eau, c'est parce qu'ils prévoient des coupures assez prolongées. Et généralement, quand tu fais des travaux comme ça, en tout cas, c'est comme ça chez moi, quand tu fais des travaux comme ça puis tu repars le système... Faut que tu backwashes, comme on dit en bon français. Exactement. Ouais. Faut que tu backwashes ton quartier complet. non, mais j'ai eu ça chez moi il y a ces dernières semaines, là, ça vient de revenir, puis 2 fois, 3-4 jours, là, avis d'ébullition, limiter la consommation. Puis ce qui m'a fait un peu rire, là, c'est que la dernière fois, parce que là, c'était comme ça, une connexion d'aqueduc, là, ils changeaient sur une rue près de chez moi, mais quand ils remettent le système en branle, ils t'avisent notamment de faire une brassée à vide parce qu'il pourrait y avoir genre de la rouille ou des affaires dans l'eau que si tu mets ta belle... Bon, je mets pas ma chemise à la laveuse, mettons, là, mais si tu mettais des vêtements pâles à la laveuse, ça pourrait les souiller, etc. Puis là, tu sais, je sais pas, j'ai pas une si grande maison, mais hey, le robinet, il y a comme quand même dans une maison normale, il y a plein d'endroits d'où l'eau sort, là, puis fait que il faut vraiment que tu t'assures de backwasher, je vois une expression sacrifiée, mais toutes les... Vidanger. Vidanger, wow, franchement, merci. Je me vais coucher moins niaiseux à soir, André Sylvain. Ben, tu sais, ce qui est important aussi à savoir dans cette chose-là, c'est que les personnes qui vont pas respecter les contraintes pourraient avoir des amendes de 1000 à 2000 $. Ah ouais, hein? C'est quand même 175 personnes. Comment ils vont comme faire la tournée des quartiers, ils vont être comme, tu laves ton entrée, t'as parti ton lave-vaisselle. Il n'y a pas de compteur d'eau, là? Non, pas là-bas. Ça va être la délation puis Big Brother. C'est ça, un mélange de... ouais, j'ai l'impression que ça va peut-être être plus... le fun, le futur est excitant. Hein? Ouais, quand même. On aurait besoin de Québec numérique dans ce temps-là, mais ils sont comme en faillite, malheureusement. Tout savoir en 24 minutes. On apprend qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont besoin de tuteurs pour réussir à l'école. Il y a un exemple, très bon dossier d'ailleurs dans le Journal de Montréal. Il y a un exemple ici, un jeune qui a doublé sa 4e année, avait des notes en lecture qui tournaient autour de 40, mais avec l'intervention d'un tuteur, c'est remonté à 65%. Donc l'effet est là. On peut le constater, on peut le voir. Ça reste que c'est pas donné. C'est ça, encore faut-il en avoir les moyens. Là, exactement. Et on tombe un petit peu dans une éducation à 2 vitesses en réalité. 3 vitesses. Un peu comme la santé. Ouais. Donc, tu as l'éducation gratuite avec des classes bondées et un professeur, un enseignant qui, quand il est qualifié... Parce qu'il peut, là, ouais. Il fait ce qu'il peut, mais il peut pas non plus faire du un par un. Là, un par un, exactement, parce qu'il y a plusieurs cas souvent problématiques dans la même classe. Et de l'autre côté, des enseignants, comme on est en pénurie d'enseignants, qui ont peut-être pas les qualifications requises pour bien enseigner la matière ou pour détecter les problèmes
et les régler le plus rapidement possible. C'est toute une business, le tutorat, quand même, au Québec. Là. Puis je lisais, là, je sais pas si c'était dans le journal ou ailleurs, mais tu sais qu'il y a même des profs qui complètent leur salaire en faisant du tutorat en dehors des heures. Là, mais c'est payant, là, Ben, le c'est tutorat. ça, Là, on exactement, parle là, ouais. entre 55 de l'heure, et ça peut même aller jusqu'à 100 de l'heure, dépendamment du diplôme de la personne qui prend en charge votre enfant. Donc, tu sais... 100 de l'heure. Oui, 100 de l'heure. Mais ça, c'est dans les cas, je dirais, extrêmes. Les cas graves. Ouais, moi ce que j'ai vu dans mon entourage, là, c'est autour environ de 60 de l'heure. C'est quand même cher. C'est pas Pour donné. quelqu'un qui est, mettons, au salaire minimum, là, à 15, faut que tu travailles 4 heures pour payer 1 heure à ton enfant, c'est impossible. Mais généralement, c'est 1 heure par semaine. Je comprends, T'sais, mais donc t'sais, là, c'est ben- déjà qu'au salaire minimum, la plupart des gens arrivent tout juste non, mais c'est 1 heure, parce que mais mon 250 point, $ là, par mois. Là, Ben, c'est ça, ça commence à faire beaucoup de sous. Là. T'sais, on est rendu... on n'est plus vraiment rendu dans l'éducation totalement gratuite. Là. Quand tu es rendu à donner 200, puis même, il y en a ici qui parlent 375 $ par mois, tu le disais, il faut avoir les moyens. Donc, tu sais, à un moment donné, quand tu as le choix entre manger et réussir à l'école, il me semble que c'est un choix que notre société devrait pas avoir. Faire, ouais. Exactement. Il n'y a pas du tutorat qui est comme offert par les écoles ou des genres de, je sais pas, là, séances de rattrapage. Écoute, ça fait longtemps que j'ai quitté, puis mon petit n'est pas en âge encore de fréquenter les établissements scolaires publics. Mais... Les enseignants en font énormément. Font des ateliers sur l'heure du midi ou des fois dans des périodes libres et tout ça. Ouais, des trucs facultatifs. Au primaire, ça fonctionne comme ça. Le problème, c'est toujours le manque de main-d'œuvre. Et donc, la formation des profs, des enseignants, elle est longue, elle est complexe. Il y en a beaucoup qui tirent la plug avant d'avoir fini. Donc, forcément, ça se répercute sur le marché du travail. Donc, sur l'enseignement. Puis là, plus il y a d'élèves en difficulté, plus c'est démobilisant. Tu sais, c'est comme une espèce de cercle vicieux, là, tout ça, malheureusement. Exactement. J'en parlais tout à l'heure avec notre collègue Jean-François Barry. Et moi, je connais quelqu'un qui est rentré dans une classe où il y avait 18 plans d'intervention sur 22 ou 23 élèves. Qui sont chacun pas alignés. Là. C'est toutes sortes de choses. Lui, il faut ça, telle heure, tel jour, telle matière, tel problème d'apprentissage. C'est impossible. Tu sais, quand il s'agit de besoin d'un ordinateur, besoin de pas d'ordinateur ou des choses comme ça, c'est quelque chose. Mais quand tu parles des difficultés d'apprentissage en lecture, des difficultés en mathématiques, en sciences... Donc là, on est comme dans un goulot d'étranglement. Et ce sont les compagnies de tuteurs, de tutorat qui... parce qu'il y a des compagnies qui font ça, forcément. Absolument. Et en cherchant tout à l'heure, tu sais, c'est sûr que là, au Québec, on a la 2e classe, par exemple, ou SOS Prof. Mais il y a des compagnies comme Tutorax qui sont pan-canadiennes. Donc... C'est drôle, quand tu parlais de tuteur, moi, dans ma tête, c'était comme Joe Blow, là, tu sais, je sais pas, là... Janie, puis Kim, puis Jonathan, là, qui est secondaire 4, qui allait aider les petites secondaires 2. Mais là, en fait, évidemment, là, mais il y a une business. C'est une grosse business. À 55-60 $ de l'heure. C'est pas dans les poches de la personne qui offre le service, probablement. Dans plusieurs cas, oui. Quand tu fais affaire avec une compagnie, à ce moment-là, ça coûte un petit peu plus cher. D'où le probablement 375 $ à ce moment-là. Actualité. Alors, je veux te parler de la hausse de l'inflation qui va retarder la prochaine baisse du taux directeur ou la retardera-t-elle? Tu veux me parler de ça? Ben non, en fait, je veux que toi, tu m'en parles. C'est plus ça. J'en parlais à LCN tout à l'heure avec Marianne Lapierre, mais le taux d'inflation a augmenté de 2,7 à 2,9 %. Mais ce que j'expliquais à Marianne, c'est qu'il ne faut pas prendre un mois. L'inflation, c'est une espèce de tendance. Puis c'est pas très surprenant que ça fasse du yo-yo comme ça, là, en baissant tranquillement vers 2 %. Donc pour moi, il n'y a pas matière à s'inquiéter nécessairement. OK. Et si, supposons, je dois aller peut-être me chercher une hypothèque ou quelque chose comme ça, là, on commence à parler de prochaine baisse du taux directeur possible. Ouais. Tu vois ça comment? Donc, la Banque du Canada se réunit le 24 juillet. Ils ont annoncé début juin une première baisse d'1/4 de point. C'était assez évident
je pense qu'ils ont, tu sais, baissé d'un quart de point, c'est pas vraiment une annonce, là, tu sais, c'est un non-événement. C'est pas mal certain qu'ils vont baisser le 24 juillet, juste parce qu'ils essayent de voir l'impact, puis un quart de point, ça n'a pas d'impact. T'sais. Fait qu'ils vont, dans la tête de M. McClem puis de son équipe, je pense qu'ils vont baisser d'un demi ou de 3/4 de point, puis là, ils vont attendre, ils vont voir. T'sais. Donc là, qu'on ait eu un rapport qui est un peu moins bon que ce qui était attendu, je pense que ça ne change pas la stratégie. Ils vont se rendre jusqu'à l'automne. Après, est-ce qu'il va y avoir une baisse de moins en novembre? Peut-être. Si l'inflation continue à zigonner plus autour de 3 qu'autour de 2, ça pourrait enlever une 4e baisse éventuellement. Mais à mon avis, ils vont faire au moins 3 baisses successives juste pour checker la game, comme on dit, puis s'assurer qu'ils agissent ni trop vite ni trop lentement. On les a beaucoup chicanés pour la hausse fulgurante du taux qu'on a vécu il y a 2 ans. Je pense que là, ils veulent y aller avec un petit peu plus de prévisibilité. Oui, parce que ça a fait mal, là, cette hausse-là. Là. C'était combien à peu près là, de on points? On est passé de 0,25 à 5 là, en l'espace de 18 mois. C'était déjà vu, mais l'affaire, c'est que c'était vu quand ça partait de 10 et ça allait à 15. Là. Je fais des chiffrons. C'était jamais vu à 0 partir à 5. Là, donc, la progression était fulgurante, puis ça a eu un impact comme démesuré sur les paiements hypothécaires. Là, c'est ce qu'on vit actuellement dans bien des familles au Québec. Fait que là, on a comme un peu le contre-coup là, de tout ça. Je pense qu'ils veulent être pas mal plus prudents, mais là, c'est à savoir, est-ce que, encore une fois, faudra vraiment voir le prochain puis le suivant, le rapport d'inflation, parce que effectivement, si ça se maintient autour de 3%, M. McClem pourrait décider de tirer la plug sur sa stratégie puis de changer encore une fois d'orientation. À mon avis, ça va pas réaugmenter, André Sylvain, mais ça pourrait arrêter de baisser, comme c'est ce qu'on anticipe un petit peu. Donc, j'imagine que si quelqu'un a à renégocier son taux hypothécaire en ce moment, il est mieux d'y aller avec un taux variable. Oui, puis non. Tu sais, le taux variable, en tout cas, on pourrait rentrer dans les détails longuement, mais le taux variable actuellement est très élevé, là, à 6,4, 6,5. Il y a des taux fixes à 5 %. Si on n'anticipe pas qu'il y ait de changement dans la prochaine année, on est très perdant là, à 6,5. C'est toute une question de parier un peu contre la banque dans une certaine mesure. Ce que je peux dire peut-être par rapport à tout ça, c'est que il y a des gens actuellement qui cherchent à comme timer, là, c'est quand la baisse pour acheter ma propriété. Mais honnêtement, on est dans un contexte de taux élevé, puis la différence entre 4,75 et 5, elle n'est pas matérielle pour ton paiement hypothécaire ou quoi que ce soit. Fait que si vous voulez acheter une propriété, je ne sais pas comment dire, achetez-la. Sinon, décalez, mais on ne retrouvera pas des taux à 2 % comme on a vécu là, il y a quelques années. Je te dirais qu'il y a une différence entre quand ça commence par 4 ou que ça commence par 5. Psychologiquement, la différence est importante, en tout cas. C'est certain. Résumer l'actualité en 24 minutes avec notre ami André Sylvain, c'est mission accomplie.